Bonjour, chers étudiants. Nous allons continuer notre deuxième texte relatif aux différentes branches du droit. Alors, nous avons passé en revue dans la séance précédente les branches du droit public. Dans cette séance, on va voir quelques exemples, quelques illustrations concrètes des branches du droit privé. Alors, on doit rappeler tout d'abord que le droit privé, c'est un ensemble de règles qui régissent les rapports et les relations des personnes privées entre elles. Alors, nous avons insisté sur le fait que les règles du droit privé visent la satisfaction des intérêts privés. Et dans ce sens-là, on va donner quelques éclaircissements concernant quelques branches du droit privé, parmi lesquelles figure en tête de la liste le droit civil, et on a aussi le droit commercial, auquel s'ajoute le droit social et le droit international privé. Alors, il faut aussi rappeler et préciser que chaque branche connaît des ramifications, c'est-à-dire des sous-branches, des subdivisions de plus en plus nombreuses suite à la spécialisation croissante du droit. C'est-à-dire, on a le droit, ces différentes branches de droit, et chaque branche de droit connaît des spécialisations, des subdivisions, des ramifications de plus en plus importantes. Alors, on va commencer tout d'abord par le droit civil. C'est le noyau dur, c'est la pierre angulaire du droit. De ma façon générale, le droit civil, c'est un droit très important parce que il régit, tout d'abord, il désigne l'ensemble des règles applicables à la vie privée des individus et à leur rapport entre eux. Donc, le droit civil occupe une place de choix dans la vie des particuliers, des personnes. Le droit privé, il a un domaine qui lui est propre. Et parce que il rassemble toutes les règles qui régissent l'état des personnes, à savoir la capacité. Il traite de la famille dans ses différents aspects patrimoniaux, régimes matrimoniaux, succession et libéralité, et extra-patrimoniaux, c'est-à-dire tout ce qui relève ou qui concerne le mariage, le divorce, la filiation, etc. Le droit civil traite aussi de la question de la propriété et les rapports d'obligation, c'est-à-dire les créances et les dettes qui peuvent s'établir entre les personnes du fait de la conclusion d'un contrat ou d'un fait générateur de responsabilité civile. Voilà donc l'importance capitale qui revient au droit civil. Le droit civil est considéré comme le droit commun du droit privé. Pourquoi appelle-t-on le droit civil comme le droit commun du droit privé? Parce que tout simplement c'est le droit le plus ancien par rapport aux autres branches du droit privé, et le droit civil est l'origine, en quelque sorte, la source de toutes les autres branches du droit. Donc, de point de vue chronologique, il est le premier code ou la première branche qui a vu le jour. Et à partir, au fur et à mesure, au fil des années, on a assisté à une certaine indépendance, certaine autonomisation des autres branches du droit privé. Alors, à titre d'exemple, on n'avait pas le droit du travail, on n'avait pas le droit commercial ou le droit des sociétés. Toutes ces branches étaient incluses dans le droit civil, mais l'évolution de la société a fait que le droit civil est devenu incapable de gérer, de régir toutes les relations, tous les rapports, toutes les dimensions de ces différentes branches. C'est la raison pour laquelle on a assisté à l'apparition de nouvelles branches, mais qui dérivent du droit civil. Alors, deuxièmement, on appelle le droit civil droit commun du droit privé parce que il reste la base, il reste la référence pour les autres branches de droit. Alors, quand on est en présence de deux textes, un texte général qui est le droit civil et un texte particulier, un texte spécifique, généralement on recourt à l'application du droit spécifique. Le droit spécifique, le droit particulier, la règle particulière passe avant la règle générale.
Mais quand on ne trouve pas la solution à un litige donné dans un texte particulier, spécifique, à ce moment-là, on doit se diriger vers le droit civil qui est le droit commun. Donc, le droit commun, le droit civil, garde et conserve toute sa particularité, son originalité aussi, et c'est pour cela il est le droit le plus important dans les différentes branches du droit privé. Alors, on peut aussi parler d'un autre sujet ou d'une autre question, à savoir le droit civil aussi, il bénéficie de l'influence d'autres branches du droit privé, c'est-à-dire le droit commun, le droit civil a connu à son tour une certaine évolution et s'est enrichi au fil des années grâce à l'apparition ou grâce à l'enrichissement des autres branches du droit privé. Donc, voilà ce qu'on peut dire brièvement du droit civil qui est le droit principal dans les branches du droit privé. Alors, passons maintenant au droit commercial. Le droit commercial, c'est à plusieurs appellations. On l'appelle droit commercial, on l'appelle le droit des affaires, on l'appelle le droit de l'entreprise, etc. C'est une deuxième branche du droit privé. Alors, l'objet du droit commercial, c'est qu'il gère la situation des commerçants et ainsi que les actes de commerce. Le droit commercial s'intéresse tout d'abord à un acteur principal qui est le commerçant. Alors, qu'appelle-t-on le commerçant? Le commerçant, c'est quelqu'un qui, pour avoir ou acquérir la qualité de commerçant, c'est quand une personne accomplit les actes de commerce de manière habituelle et à titre indépendant. Donc, la définition du commerçant regroupe trois éléments essentiels. Donc, le commerçant, c'est celui qui accomplit les actes de commerce, c'est-à-dire qui s'adonne à des activités commerciales, et ces activités ou ces actes de commerce sont définis par le code de commerce. L'achat, la vente, les travaux publics, les affaires financières, etc. Donc, il y a une liste très exhaustive de tous les actes de commerce. Il y a les actes de commerce par nature, les actes de commerce par accessoire, les actes de commerce mixtes. Et donc, tous ces actes-là sont faits par une personne qui s'appelle le commerçant. Et donc, il accomplit ces actes à titre de profession habituelle. Donc, c'est une profession, c'est un métier. Ce n'est pas un acte isolé, mais c'est un acte qui se répète dans le temps. Et à titre indépendant, c'est-à-dire que le commerçant, il travaille pour son propre compte, il agit pour son propre compte, il investit dans des activités commerciales et donc il peut dégager des bénéfices, il peut gagner de l'argent, mais il peut aussi accumuler des pertes. Mais l'essentiel, c'est que le commerçant se trouve dans une situation d'autonomie, d'indépendance. Il n'accomplit pas le travail pour le compte d'une autre personne. Il ne reçoit aucune directive ou aucun ordre d'une autre personne. Donc, c'est tout à fait l'opposé du salarié. Parce que le salarié, même s'il travaille dans une entreprise, s'il travaille dans une société commerciale, le salarié reste le subordonné de l'employeur. Il est le subordonné, c'est-à-dire il reçoit des ordres, des directives, il met en application les directives de l'employeur, il effectue les tâches qu'on lui donne, il a rempli le travail qu'on lui assigne, etc. Alors, le commerçant, c'est une personne qui a cette qualité, à savoir exercer des activités, accomplir des actes de commerce à titre de profession libérale, mais aussi avec ce statut d'indépendance par rapport à d'autres personnes. Alors, le droit commercial, le droit commercial, c'est un droit très important aussi parce que
c'est un droit qui aujourd'hui occupe une place de choix. Et quand on parle de droit commerce ou commercial, on parle aussi de droit des sociétés. On a plusieurs sociétés en droit marocain qui sont régies par deux principales lois. Le commerçant, il peut exercer l'activité commerciale à titre individuel en tant qu'entrepreneur individuel ou bien sous forme sociale, c'est-à-dire en adoptant la forme sociale de son choix. De son choix. Alors, pour ce qui est de toujours droit commercial, donc les actes de commerce, ce sont des actes, comme on vient de le dire, ce sont des faits juridiques qui sont soumis aux règles du droit commercial en raison de leur nature, par exemple l'achat pour revendre ou en ce qui concerne la forme, ainsi la lettre de change, ou en raison de la qualité de commerçant de son auteur. Voilà donc ce qu'on peut dire brièvement, très brièvement, du droit commercial. Alors, la troisième branche du droit privé, c'est le droit social. Le droit social, c'est un droit aussi très important qui a connu une certaine autonomie par rapport au droit civil. Et quand on parle du droit social, on parle de deux branches ou sous-branches. On parle d'une part du droit de travail et le droit de la sécurité sociale. Et le droit de la sécurité sociale. Alors, le droit du travail fixe les règles relatives aux rapports individuels et collectifs nés de l'action à l'occasion de la relation de travail. Alors, nous avons un code du travail au Maroc qui date de 2003. C'est la loi 65-99 de 2003. Alors, ce code fixe les règles relatives aux rapports individuels et collectifs nés à l'occasion de la relation du travail. Alors, un salarié, quand on parle d'un contrat du travail, on pense à une relation qui est établie entre l'employeur et le salarié. Donc, les deux personnes vont conclure un contrat. Le but de ce contrat est d'accomplir une certaine fonction, une certaine tâche de la part du salarié ou de l'employé, moyennant le versement d'une somme d'argent qui est le salaire. Donc c'est une relation entre deux personnes, l'employeur, le patron, qui va recruter, qui va embaucher un salarié pour accomplir une fonction ou bien une tâche, moyennant le versement d'une somme d'argent. Donc l'équivalent, c'est un salaire qui est versé aux salariés. Alors, le droit du travail, bien sûr, il traite de toutes les questions relatives aux relations individuelles et collectives qui sont nées à l'occasion de la relation de travail. Donc, on trouve dans le Code du travail les différents droits et les obligations des deux parties, à savoir le salarié et l'employeur. Et le législateur, comme on l'a vu au départ, il est intervenu dans les relations entre les deux acteurs pour justement les soumettre à des règles impératives, justement pour protéger les droits du salarié qui se trouve dans une position de subordination à l'égard de l'employeur. Alors, le droit de la sécurité sociale, c'est le deuxième aspect, la deuxième composante du droit du travail. Et le droit de la sécurité sociale va organiser les rapports entre les organismes de sécurité sociale et les assurés. Alors, comme vous le savez, les salariés qui relèvent du droit du travail sont déclarés au niveau de cet organisme. Au Maroc, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale qui va constituer une garantie pour les salariés en cas d'accident de travail, en cas de chômage, en cas de décès, etc. Les salariés vont bénéficier d'un certain nombre de privilèges. Alors, on doit cotiser pour pouvoir bénéficier de tous les avantages de l'adhésion à ces organismes de sécurité sociale.
Donc, cette caisse a pour objet les risques sociaux que sont la maladie, le salarié est exposé à des maladies de travail, la maternité, comme la femme salariée accouche, donc il bénéficie d'un certain nombre d'avantages. En cas de décès, en cas d'invalidité, quand la personne est invalide, ou bien quand il s'agit de la vieillesse ou des accidents de travail. La même chose, ces caisses versent des allocations familiales aux différentes aux ayants droit. Donc ça c'est le droit social et le contrat et qui repose sur le contrat le contrat du travail qui est une convention par laquelle une personne qui s'appelle le salarié va mettre son activité professionnelle à la disposition et sous la subordination d'une autre personne qui est l'employeur, et ce dernier va lui verser en contrepartie un salaire. Alors, vous aurez l'occasion de développer tous ces éléments dans un cours spécial consacré entièrement au droit du travail. Alors, la dernière illustration est donnée par le droit international privé, le droit international privé. On a eu l'occasion de parler du droit international public qui gère les relations entre les États. Alors, le droit international privé, il régit les situations entre les particuliers qui comportent un élément d'extranéité, c'est-à-dire quand il s'agit de deux personnes qui n'ont pas la même nationalité. C'est le cas, par exemple, d'un mariage ou du mariage d'un Français avec une Allemande, ou encore la conclusion d'un contrat entre deux étrangers. Alors, le droit international privé permet de déterminer non seulement les règles matérielles, c'est-à-dire les règles de fond qui vont régir la situation, par exemple la condition des étrangers sur le territoire national, mais aussi les règles de conflit, de loi ou de juridiction. Alors, par exemple, nous avons beaucoup de Marocains qui sont installés à l'étranger. Ces Marocains peuvent se marier, soit avec des conjoints de la même nationalité ou bien avec des conjoints de nationalités différentes. Et dans ce cas-là, le problème se pose. Si on est sur un territoire d'un État étranger, alors quelles sont les règles applicables en matière de conclusion du contrat de mariage, ou bien en cas de divorce, quel est le droit applicable? Est-ce le droit des parties ou bien le droit de l'État d'accueil? Donc toutes ces questions, en outre la question de la nationalité, sont traitées d'une manière détaillée dans le droit international privé, qui est un droit essentiel aussi. Et généralement, le droit international privé repose sur plusieurs conventions internationales qu'on appelle les conventions de La Haye, qui vont en quelque sorte unifier les règles applicables à tous les États sur le plan international. Voilà donc, grosso modo, ce qu'on peut dire de ces différentes branches de droit de façon tout à fait sommaire, sachant que les différentes branches font l'objet d'un cours spécial, d'un cours détaillé à partir du deuxième semestre de cette année. Voilà donc, on arrive au terme de cette séance. Il nous reste une dernière séance dans laquelle on va traiter les droits mixtes, donc à la séance prochaine.